Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais démontrer le théorème tombé du ciel que j'avais mentionné dans la vidéo précédente. On se donne un groupe ainsi qu'une relation d'équivalence sur ce groupe et on se demande quand est-ce que le groupe quotient est muni d'une structure de groupe pour une loi non pas tarabiscotée, mais une loi qui découle naturellement de celle qu'on avait à l'origine sur le groupe. Et on a une condition nécessaire et suffisante qui peut paraître étrange à première vue. On nous explique que si on peut munir l'ensemble quotient d'une structure de groupe naturelle, alors la relation d'équivalence qu'on avait au tout début, c'est pas n'importe quoi. Elle est forcément de la forme x-1 fois y appartient à un certain ensemble H, et que cet ensemble H, c'est un sous-groupe de G, mais en plus de ça, un sous-groupe normal, ou encore distingué. Alors, dit comme ça paraît mystérieux, mais justement, mon but dans cette vidéo, c'est de te présenter une démonstration intelligible, de manière à ce qu'on voit émerger naturellement cette relation d'équivalence qui est décrite ici, le fait que H soit un sous-groupe de G, et aussi ce mystérieux caractère normal du sous-groupe H. On va voir pourquoi ça s'impose comme une nécessité. Je vais écrire 2-3 petites choses, et on se retrouve un peu plus tard. Et en fait, je m'arrête tout de suite parce que je t'ai promis une démonstration intelligible, et donc je n'ai pas tellement l'intention de m'appuyer sur le contenu de cet encadré. J'aimerais qu'on rencontre chacun de ces éléments naturellement sur notre chemin. Et je vais m'efforcer de faire émerger chacun de ces éléments comme ça. Donc ce chemin, il commence par un questionnement. Je me demande, si je dispose d'un groupe et d'une relation d'équivalence qui me permettent, en définissant une loi comme ça, d'équiper l'ensemble quotient d'une structure de groupe, quelle est la relation d'équivalence en question? Quelle forme prend-elle? Je vais écrire à nouveau 2-3 petites choses, et on va voir qu'on tombe assez naturellement sur quelque chose qui ressemble à ça en très peu de temps. Je commence comme ça. Je suppose que la partie qui précède le si et seulement si est vraie. Et maintenant, je vais exploiter cette collection d'égalités qu'on a juste là. Alors, rappelle-toi, on est en train d'enquêter sur la nature de la relation d'équivalence qui, soi-disant, permet de munir l'ensemble quotient d'une structure de groupe, avec la propriété qu'il y avait un peu plus haut. Je vais l'exploiter, cette propriété, et je vais multiplier de chaque côté par la classe de l'inverse de x. On va voir ce que ça donne. Question d'Agathe. Pourquoi dispose-t-on là d'une équivalence et non d'une simple implication? Et c'est une bonne question à se poser avant de continuer. En fait, c'est très simple, puisque pour passer de la première ligne à la deuxième, j'ai multiplié par un élément d'un groupe. On a expliqué que l'ensemble quotient était muni d'une structure de groupe. Et donc si ce petit élément-là, je l'appelle G, si dans un sens, j'ai multiplié par G, dans l'autre sens, pour faire le chemin retour, il me suffit de multiplier par l'inverse de G. Tout élément d'un groupe admettant un inverse, j'ai finalement une équivalence à cet endroit-là. Alors maintenant, ce terme-là, on peut le simplifier. Je vais expliquer. La seule chose qui a été faite, ça a été de transformer le produit de deux classes d'équivalence en la classe d'équivalence du produit. Je l'ai fait à l'endroit des deux flèches rouges. Et donc, ce que j'arrive à conclure, c'est que deux éléments du groupe sont en relation, si et seulement si le fameux x-1 fois y appartient à la classe du neutre. Et donc, si je reviens à l'énoncé du théorème, et que j'essaie de comprendre dans quelle mesure ce qu'on a fait nous a permis d'avancer, on a expliqué que si cette relation d'équivalence permettait bel et bien d'équiper l'ensemble quotient d'une structure de groupe avec cette loi-là, alors H, on le connaît. C'est la classe d'équivalence de l'élément neutre. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi la classe d'équivalence de l'élément neutre est un sous-groupe de G et pourquoi c'en est un sous-groupe normal.
pour démontrer que H est un sous-groupe normal de G, je vais démontrer dans un premier temps que c'est un sous-groupe de G. J'ai déjà expliqué que le neutre appartenait à H, et je vais maintenant montrer que H est stable par produit et par passage à l'inverse. On peut faire les deux en même temps, mais je vais le découper en deux étapes, ce sera plus digeste. Et voilà pour le cas du produit. Je me suis muni de deux éléments de H, et j'ai essayé de montrer que leur produit était aussi dans H. Sauf que H, c'est la classe de l'élément neutre. Donc quand je calcule la classe de A fois B, je peux dire que c'est la classe de A fois la classe de B, que c'est donc le produit de la classe du neutre et de lui-même, et que c'est donc la classe du produit, c'est tout l'enjeu de cette affaire de groupe quotient, d'avoir que le produit des classes, c'est la classe du produit, et enfin, E fois E, ça donne E, et donc on peut conclure que A fois B et E ont la même classe, c'est-à-dire que A fois B est un élément de la classe du neutre, c'est-à-dire de H. Sur le même modèle, si tu veux t'exercer, je te propose d'essayer de démontrer que la classe de l'inverse de A est aussi la classe du neutre. Et voilà pour le cas de l'inverse. Et c'est toujours un peu le même petit jeu. Ce qu'on essaye d'exploiter à chaque fois, c'est la connaissance du fait que le produit des classes, c'est la classe du produit. On l'a exploité ici, on l'a aussi exploité ici, et là on se retrouve avec un A-1 tout seul. Alors c'est un peu triste, mais on peut l'accoquiner avec un élément neutre, de manière à pouvoir ensuite utiliser cette fameuse propriété. À partir de là, la classe du neutre, je peux l'interpréter comme la classe de A, puisque je dis que A appartient à H, qui est la classe du neutre, et ça me permet d'utiliser à nouveau la propriété qui dit que le produit des classes, c'est la classe du produit, pour dire que finalement la classe de A-1, c'est la classe du neutre, c'est-à-dire que A-1 est un élément de H. Donc on a montré que si on parvenait à munir l'ensemble quotient d'une structure de groupe avec ce genre de loi-là, là où il y a les flèches rouges partout, eh bien, on avait forcément H qui était la classe du neutre, et en plus que H était un sous-groupe de G. Il ne reste plus qu'à démontrer que c'en est un sous-groupe normal. Je vais écrire l'objectif, et je vais te proposer ensuite une petite période de recherche pour essayer de le démontrer. Mais rappelle-toi, c'est toujours un peu le même genre de mécanisme dont il faut se servir. Et voilà qui achève l'analyse. On a utilisé à nouveau cette fameuse propriété. On pourrait le faire en deux temps, parce qu'on pourrait me dire que c'est seulement que la classe de x fois y, c'est la classe de x fois la classe de y, et pas pour 3, donc on pourrait le faire en deux temps. On remplace ensuite la classe de A par la classe du neutre, puisque A c'est un élément de H, qui est la classe de l'élément neutre, et enfin il suffit d'utiliser la propriété, mais dans l'autre sens, pour démontrer finalement que G, A, G-1 est dans la même classe que E, et donc finalement que H est un sous-groupe normal de G. Donc, ce que je viens de te présenter, c'est ce qu'on appelle une approche élémentaire. On n'a vraiment rien supposé de connu, on a essayé de ne pas s'appuyer sur l'énoncé et de découvrir petit à petit la nature de la relation d'équivalence qui permettait de munir l'ensemble quotient d'une telle loi et d'en faire un groupe. On a découvert que H était la classe du neutre et, élément par élément, on a réussi à démontrer que H était un sous-groupe normal de G. On a le neutre dedans, on a la stabilité par produit, la stabilité par passage à l'inverse, et enfin la stabilité par conjugaison par un élément du groupe G. Maintenant, je vais te proposer un petit interlude parce que tu pourrais te poser la question, mais pourquoi, si je n'avais pas la deuxième partie de l'énoncé, aurais-je pensé à démontrer ce caractère normal du sous-groupe H de G? On peut se dire, peut-être que j'aurais pensé à démontrer que c'est un sous-groupe, que ce n'est pas un ensemble quelconque, mais alors le caractère distingué, c'est quelque chose d'abstrait dans mon esprit. Quel est l'enjeu vraiment qui se cache derrière? On va essayer de comprendre ça par côté. Je vais d'abord faire un petit intermède et on verra ensuite ce côté distingué.
Voilà pour le premier intermède. Il y a quelques instants, j'ai expliqué que j'avais fourni une démonstration élémentaire. Et j'essaie de mettre ça en opposition avec une démonstration alternative dans laquelle on prendrait un peu de hauteur. C'est-à-dire que plutôt que de rester au niveau des éléments, ici à l'étage du dessous, on essaye d'interpréter ça en termes d'application entre ensemble, et ici entre groupes. Et l'hypothèse qui nous disait que la classe du produit, c'est le produit des classes, on peut la traduire en le fait que cette application-là, la projection canonique, c'est un morphisme de groupe. C'est exactement ce que ça veut dire. La projection de x fois y, on va pouvoir la décomposer comme la projection de x fois la projection de y. La classe de x fois la classe de y. Et donc ça nous permettrait de récupérer très vite la propriété selon laquelle la classe d'une autre est un sous-groupe distingué de G, parce que si on regarde le noyau de ce morphisme de groupe, le noyau, ce sont les éléments qui s'envoient sur l'élément neutre de l'ensemble quotient. C'est-à-dire que le noyau de pi, c'est concrètement la classe de l'élément neutre. Et le noyau d'un morphisme de groupe, c'est un sous-groupe distingué de G. Donc ici, on obtiendrait immédiatement que cette classe d'équivalence-là, qu'on avait notée, nous, tout à l'heure, H, c'est un sous-groupe distingué de G. Donc ça permettrait de gagner beaucoup de temps, mais ça demande quand même un peu de recul sur ce qu'on fait, parce qu'on interprète les choses en termes d'application, et c'est quand même une difficulté conséquente en mathématiques, on va dire. Maintenant, je vais enchaîner sur un deuxième petit intermède pour expliquer comment on pourrait se retrouver confronté à la nécessité d'avoir un sous-groupe normal. Alors, c'est encore assez cryptique, mais je vais expliciter ça. Accroche-toi parce qu'on est vraiment au cœur de la démonstration et je vais essayer de te faire ressentir le problème qu'il y a à essayer de définir une loi sur un ensemble quotient. Et on y est presque. Ce que dit Séraphin, c'est que finalement, si j'ai un élément du groupe quotient là et un autre là, et que je veux les combiner, bien, je peux écrire que ça vaut ça. Mais là, il y a un problème. Alors, je vais te laisser y réfléchir et on va se ramener à quelque chose d'encore plus simple. Et je suis sûr que tu vas comprendre. Réponse de Séraphin. Bien sûr, c'est écrit sur papier à présent. Pas de demi-tour. Alors, peut-être que ma question est mal posée, mais cette application, cette prétendue application, elle comporte un problème de taille. Parce que, par exemple, si je considère l'image de la classe de 0, eh bien, j'applique la formule et normalement, cet élément devrait s'envoyer sur 1. Sauf que la classe de 0, c'est aussi, par exemple, la classe de 7 dans Z sur 7Z. Et donc, cet élément devrait s'envoyer sur 8. Sauf que, il y a un problème ici, parce que si la classe de 0 est égale à la classe de 7, eh bien, par définition même d'une application, l'image de deux éléments identiques doit être la même. Sauf que dans Z, 1 n'est pas égal à 8. Donc, quand on définit une application avec pour ensemble de départ un ensemble quotient, on doit faire attention à ce que l'image d'une classe d'équivalence de l'ensemble de départ ne dépende pas du représentant choisi ici pour définir la flèche du bas. Donc, on va essayer d'avoir le même genre de considération parce que ici, on souhaite définir le produit de la classe de x et de la classe de y comme la classe du produit de deux représentants respectifs de classe de x et de classe de y. Sauf qu'on vient d'expliquer que pour faire ce genre de manipulation, il nous faut une seule et même classe ici. Ça ne doit pas dépendre du représentant x de la classe de x et du représentant y de la classe de y. Si tu arrives à partir de là à écrire ton objectif sans parler de le démontrer, ce serait déjà très bien. Et je vais te laisser quelques instants pour le faire.
Et nous voilà face au cœur du problème. Si on se permet de définir le produit des classes comme la classe du produit, encore faut-il que ce soit indépendant du représentant, c'est-à-dire que si je prends un autre représentant de la classe de X et que je prends un autre représentant de la classe de Y et que je définis leur produit comme ceci, c'est-à-dire X', la classe de X' fois Y', je dois tomber sur la même classe qu'avec les représentants d'origine. Je dois forcément avoir ce genre d'égalité. Et à partir de là, on touche au but parce que je voulais te faire ressentir la nécessité que H soit un sous-groupe normal de G, et il s'avère que si on exige ce genre de choses, eh bien, on voit que la classe du neutre doit forcément être stable par conjugaison par un élément de G. C'est-à-dire que la classe du neutre doit être un sous-groupe normal de G. Alors, je vais démontrer ça, et on se retrouve dans quelques instants. Alors, je m'interromps ici, mais on y est presque. On disait tout à l'heure que cette égalité, une condition nécessaire, c'est qu'elle soit vraie pour tout x et pour tout y élément du groupe, et pour tout représentant de la classe de x et pour tout représentant de la classe de y. J'ai fait le choix de considérer ces égalités pour x étant l'élément neutre, et comme représentant de la classe de y, je te propose de choisir y. Donc c'est quelque chose qui est moins riche que toutes ces égalités, mais on va voir que ça aboutit effectivement à cette notion de sous-groupe normal. Donc la seule chose qu'il me reste à faire, c'est à interpréter cette égalité-là. Et là, on va revenir à la définition même de la relation d'équivalence. Alors, je vais expliquer ce qui est fait sur ce tableau, et je vais ensuite te rappeler où nous en sommes dans la démonstration. Pour ce qui est fait sur ce tableau, c'est très simple, on prend un élément de H, un élément de G, et on montre que le conjugué de l'élément de H par l'élément de G est encore un élément de H. C'est ce qu'on appelle une stabilité par conjugaison, et ça montre donc le caractère normal de H comme sous-groupe de G. Alors, sous-groupe, on ne l'aurait pas fait dans ce petit bout de démonstration, mais justement, c'est l'occasion pour moi de te rappeler tout ce que nous avons fait. Parce qu'en fait, on a fait plusieurs analyses et on pourrait choisir certains morceaux. Dans un premier temps, j'ai donné une approche élémentaire. On a démontré que H, la classe du neutre, était un sous-groupe normal de G. On l'a fait avec les éléments. Ensuite, dans le premier intermède, je t'ai expliqué qu'on pouvait obtenir ça directement en interprétant H comme le noyau d'un morphisme de groupe. Et là, je viens d'essayer de recabler cette affaire d'être un sous-groupe normal ou distingué à la possibilité même de définir le produit des classes comme la classe du produit. Le simple fait que le résultat de l'opération prétendue doivent être indépendants des représentants des classes choisies, ça impose le fait que H ne puisse pas être n'importe quel sous-groupe de G, mais est forcément un sous-groupe normal. Donc ça serait une analyse plus poussée. On pourrait imaginer un raisonnement par analyse-synthèse en se disant toutes les relations d'équivalence qui conviennent sont celles pour lesquelles x-1 fois y appartient à un sous-groupe de G, mais ça ne suffirait pas. Il faudrait rajouter que c'est un sous-groupe normal. Donc maintenant, je te propose très simplement de faire la synthèse de ce raisonnement ou de faire la réciproque. On a vu que si on avait un groupe quotient avec la bonne loi qui dit que la classe du produit, c'est le produit des classes, alors on était forcément avec une relation qui faisait intervenir un sous-groupe normal. On va maintenant s'équiper d'une relation d'équivalence formée à partir d'un sous-groupe normal, et on va montrer qu'alors on a bel et bien un groupe quotient. Et nous voilà lancés à l'assaut de la synthèse. On suppose qu'il existe un sous-groupe normal de G tel que la relation d'équivalence soit construite sur mesure à partir de ce sous-groupe de G, et on va démontrer qu'alors, on peut équiper l'ensemble quotient d'une loi de groupe. Alors avant de parler de groupe, il faut déjà expliquer que la loi qu'on souhaite mettre sur l'ensemble quotient est bien définie. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Je vais écrire quelques lignes et je vais produire les explications au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première partie de notre objectif.
avant même de parler d'une loi de groupe, on va essayer d'expliquer qu'on a toujours ce genre d'égalité. C'est-à-dire que si je me munis de deux éléments du groupe et de deux représentants respectifs de la classe de X et de la classe de Y, alors on obtient la même classe en faisant la classe de X fois Y et la classe de X' fois Y'. Ça va nous permettre ensuite de bien définir le produit des classes comme la classe du produit. Donc, cette égalité de classe, ça veut dire que X fois Y est équivalent à X' fois Y', et ça veut donc dire que l'inverse du premier élément fois le deuxième appartient à H. Je pense que tu peux te lancer à la recherche de la démonstration de cette chose-là. Et là, on va utiliser une petite astuce, plutôt une petite idée très simple. On souhaite quand même faire intervenir dans notre calcul les hypothèses. Dire que X' est dans la classe de X, ça veut dire que X-1 fois X' appartient à H. Et de la même manière, dire que Y' est dans la classe de Y, c'est dire que Y-1 fois Y' appartient à H. Donc ces deux éléments sont dans H. Je vais l'écrire ainsi. Le problème, c'est que ces deux produits qui apparaissent là n'apparaissent pas immédiatement dans ce produit-là. Et j'aimerais bien dire que ce monsieur-là appartient à H parce que c'est le produit d'éléments qui sont dans H ou des choses comme ça. Il faudrait donc les faire apparaître, ces termes-là. Au moins un des deux. Et je n'attends pas avant de fournir une petite explication. Je dis que l'inverse du produit, c'est le produit des inverses avec l'ordre qui a été échangé. Seulement, j'intercale entre y-1 et x-1 le produit, ici, qui me donne l'élément neutre. Et le but, c'était de faire apparaître ce produit-là, puisque je sais que c'est un élément de H. À partir de là, en enlevant ces traits disgracieux, il est assez aisé, on va dire, de terminer le travail et de montrer que cet élément-là est un élément de H. Alors, rappelle-toi, H est un sous-groupe normal de G. Et voilà le travail. Grâce à ce coup de maître, cette multiplication par le produit d'un élément et de son inverse, on a réussi à interpréter notre produit initial comme le produit d'un élément de H et du conjugué d'un élément de H par un élément de G. Sauf que c'est un sous-groupe stable par conjugaison, donc ce que j'ai souligné en rouge est un élément de H, et ensuite le produit de deux éléments de H est un élément de H, puisque H est un sous-groupe de G. Donc maintenant, il s'agit juste d'assembler les morceaux. Le fait qu'on ait ce genre d'égalité pour tout représentant respectif de classe de X et de la classe de Y, eh bien, ça nous permet de définir le produit des classes comme la classe du produit. Et ensuite, on verra que l'ensemble quotient muni de cette loi-là, c'est bien un groupe. Donc je vais écrire déjà qu'on peut bien définir la loi, et ensuite on va vérifier peut-être un ou deux des différentes conditions pour qu'on ait un groupe. Et c'est bientôt terminé à ce stade. Ce que je dis ici, c'est que on peut bel et bien définir cette loi de composition interne. Il n'y a pas la blague avec mon Z sur cette Z de tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir deux éléments qui sont le même, en fait, qui donnent des images différentes. On a démontré justement que cette flèche-là était indépendante des représentants choisis. Et à partir de là, pour démontrer qu'on a bien un groupe, tu vas le voir, ça va tout seul. Alors, ça paraît assez élémentaire, pourrait-on dire facile, mais ça explique notamment un point important que j'ai mentionné dans la vidéo précédente sur le fait d'hériter d'une structure de groupe.
Quel est cet héritage? Je parlais d'une structure qu'on pouvait mettre naturellement sur l'ensemble quotient. Eh bien, on voit ça en œuvre ici. Pour démontrer l'associativité des classes d'équivalence, on se rend compte que ça repose finalement ici sur l'associativité qu'il y a dans le groupe lui-même. Et que tout le reste est basé sur cette petite opération qui consiste à dire que la classe du produit, c'est le produit des classes. C'est ce qu'on utilise ici, ici, ici et ici. Et de l'autre côté, c'est juste exprimer des classes d'équivalence à partir de représentants de ces classes. Donc c'est très intéressant parce que l'associativité sur le groupe quotient découle de l'associativité sur le groupe. On va voir que c'est exactement la même chose pour démouler un élément neutre et aussi pour le coup de l'inverse. Donc, si E, c'est le neutre de G, eh bien, le neutre du groupe quotient, c'est la classe du neutre. Et là encore, on observe un phénomène d'héritage. Pourquoi ça marche? C'est parce que, comme le produit des classes est défini comme la classe du produit, on se ramène à la classe de E fois X, et on sait que E fois X, ça fait X. C'est une propriété du neutre de G, qui s'étend, du coup, aux classes d'équivalence. Et pour l'inverse, c'est exactement la même chose, et je vais poursuivre juste après la virgule. Et voilà la fin de la démonstration. Et on observe à nouveau ce phénomène d'héritage, puisque pour déterminer l'inverse d'un élément de G sur H, je me suis dit, U, c'est la classe d'équivalence d'un élément X, j'ai pris un de ses représentants, et je dis que l'inverse de sa classe, c'est la classe du représentant inverse. Donc pour démontrer ça, bien là encore, on exprime U comme la classe de X, on utilise la définition de la loi sur les classes d'équivalence comme la classe du produit, et on utilise le fait que x-1 et x soient inverses l'un de l'autre dans le groupe pour trouver finalement l'élément neutre de ce groupe quotient-là. Et comme pour l'affaire du neutre, on fait les choses d'un côté et de l'autre, et on emploierait exactement la même méthode. Ici, c'est la classe de x-1 fois x, et c'est donc là aussi la classe du neutre. Donc, j'espère qu'avec ces 3 vidéos, donc il y a la vidéo sur les ensembles quotients, la vidéo sur les groupes quotients, et cette démonstration maintenant, eh bien, tu pourras comprendre un peu mieux l'enjeu qui se cache derrière ce théorème, ce si et seulement si, avec ce fameux sous-groupe normal qui nous permet de bâtir un type très précis de relation d'équivalence. C'est une nécessité. Loin de mes relations d'équivalence rocambolesques en produisant des tranches au hasard de la vidéo précédente, on a cette fois a priori compris, du moins je l'espère, pourquoi ce n'était pas arbitraire, c'était une nécessité et c'était suffisant pour obtenir un groupe quotient qui hérite naturellement d'une loi de groupe. Si tu as apprécié mes explications, je t'invite à faire un tour sur mon site internet et à regarder toutes les formations que j'ai fait apparaître un peu plus haut. Si tu souhaites comprendre comment aborder un exercice avec méthode, comment travailler un cours de mathématiques intelligemment, et tu conçois que c'est très important de comprendre comment étudier une telle démonstration, où la placer, à quel moment l'étudier dans tes études, si tu souhaites comprendre comment raisonner et rédiger comment je viens de le faire, tu peux voir là aussi que le raisonnement par analyse-synthèse se superpose ensuite à d'autres difficultés théoriques. Si tu souhaites apprendre à calculer de manière plus efficace et en faisant moins d'erreurs, eh bien tu pourras découvrir sur mon site toutes ces formations qui, j'en suis sûr, te feront progresser énormément. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.